Bienvenue sur la chaîne Le Prof d'Histoire. La vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure. Bonjour tout le monde. Alors, un autre dessin time-lapse, donc un dessin rapide qui va résumer rapidement le cours d'histoire, chapitre 2 du cours d'histoire, 3e secondaire, histoire du Québec-Canada. Donc, la fin du premier chapitre, on peut voir que Jacques Cartier est arrivé. Il y a plusieurs tentatives de colonisation. Jacques Cartier, qui est un explorateur français, qui a planté une croix à Gaspé en 1534 lors de son premier voyage pour revendiquer la vallée du Saint-Laurent, territoire revendiqué pour la France et son roi. Donc, à partir de ce moment, il y a une grande période où il ne se passe pas grand-chose. La France n'est plus ou moins intéressée. Il n'y a pas de ressources abondantes qu'il recherchait comme de la soie, de l'or, des épices. Ils n'ont pas trouvé de route pour aller vers l'Asie. Donc, ça prend un certain temps avant que la France construise Tadoussac. Tadoussac qui va donner un poste de traite pour aller chercher principalement de la fourrure. Fourrure très recherchée en Europe pour faire des vêtements, des chapeaux notamment, qui est une mode importante à l'époque. Et la fourrure la plus recherchée dans le monde, c'est une des meilleures d'ailleurs pour les artisans de Paris de cette époque, c'est la fourrure de castor au Canada. Le castor est un animal qui va dans l'eau, donc sa fourrure est résistante, imperméable, donc idéale. En 1600, donc, Tadoussac va être construit pour être un poste d'échange de fourrure. Et en 1603, il y a un explorateur français qui vient durant une grande fête qu'on appelle la Grande Tabagie. C'est Samuel de Champlain qui va revenir en Amérique, revenir sur le Saint-Laurent en 1608 pour construire Québec. Samuel de Champlain, donc, cet explorateur qui a vécu la Grande Tabagie qui est une fête où plusieurs nations autochtones s'y trouvaient, comme les Algonquins, comme les Montagnais, comme les Etchemins, plusieurs nations autochtones que Samuel de Champlain va côtoyer et va réussir à se faire apprécier et donc créer des alliances à long terme. Samuel de Champlain, que je suis en train de dessiner ici à l'écran, est un explorateur, je le dis français, qui est allé voir ce que les Espagnols faisaient en Amérique du Sud avec les Aztèques, les Mayas, les Incas, et va revenir un peu dramatiser des horreurs, des sacrifices et des tortures que les Espagnols font aux Autochtones, et va proposer au roi de France de faire le contraire, c'est-à-dire d'utiliser les Autochtones, faire des alliances avec eux pour faire du commerce, pour enrichir la France et faire grossir la colonie. Donc, il va réussir notamment à convaincre le cardinal Richelieu, que je suis en train de dessiner à l'écran, qui est le premier ministre de France, le bras droit du roi Louis XIV, qui va accepter de financer le projet de Samuel de Champlain et qui va créer avec lui une compagnie qui va aller chercher la fourrure dans la région du Canada, c'est-à-dire la Compagnie des 100 associés. Compagnie des 100 associés créée donc en 1627 par Cardinal de Richelieu et Samuel de Champlain qui vont réussir à trouver 100 bourgeois, 100 personnes très riches qui vont financer le projet de la Nouvelle-France, financer la colonie pour aller chercher des fourrures dans le but de s'enrichir. Les fourrures, Samuel de Champlain va convaincre ses alliés autochtones d'aller les chercher en échange d'objets métalliques qu'ils ne peuvent pas se procurer. Les Autochtones n'ont pas cette technologie pour faire fondre les métaux et créer des objets métalliques, comme des ustensiles, comme des couteaux, comme des haches. Donc, on va faire du troc avec les Autochtones. On va échanger les objets européens métalliques pour obtenir de la fourrure. Les Européens seront contents parce que la fourrure vaut beaucoup, beaucoup d'argent à cette époque. Et les Autochtones vont être aussi heureux d'aller chercher cette fourrure pour les Français en échange des objets métalliques qu'ils ne pourraient pas se procurer autrement. Donc, c'est l'époque, dans ces postes de traite un peu partout autour de la vallée du Saint-Laurent, c'est l'époque de la colonie comptoir. Comptoir pour comptoir commercial, c'est-à-dire des endroits où on va faire du troc échanger avec les Autochtones. Les postes de traite, ça ressemble à de petits édifices de bois dans lesquels on a des objets métalliques et que les Autochtones arrivent pour échanger avec de la fourrure. J'ai dessiné en bas ici une tête de mort parce qu'en 1628 et 1629, 2 années de suite, les frères Kirke, commandés par le grand frère David Kirke, sont des pirates engagés par l'Angleterre qui vont attaquer Québec. Donc, pendant les 2 années de 1628 et 1629, Québec va être attaqué et prise jusqu'en 1632, où la France va récupérer Québec
Samuel de Champlain va revenir à Québec, mais quand même, ça fait beaucoup mal à la Compagnie des Sans Associés qui vont perdre beaucoup d'argent, qui vont avoir de la difficulté à revenir de cette défaite militaire face aux pirates anglais Kirk. À son retour, Samuel de Champlain fait construire Trois-Rivières, un autre poste de traite en 1634, mais avec ses alliances, il doit aussi conclure des alliances militaires. Les Autochtones du Nord, les nomades principalement, vont avoir des 5 nations iroquoises ennemies. Et Samuel de Champlain va participer à une guerre contre les 5 nations iroquoises. Il va aller d'ailleurs tirer du mousquet sur des chefs iroquois. Après quoi, les peuples autochtones du Nord des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent vont être alliés des Français. Mais les 5 nations iroquoises vont devenir ennemies des Français. Donc, les 5 nations iroquoises deviennent ennemies des Français. Et ils vont aller chercher des armes à feu en étant alliés aux ennemis des Français, c'est-à-dire les 13 colonies. Donc, il y a une espèce d'alliance qui se forme, une union qui va se former entre les 5 nations iroquoises et les 13 colonies pour attaquer les Français, chasser les Français d'Amérique. Les 5 nations iroquoises, ce sont des sédentaires, c'est pour ça que je dessinais un épi de maïs, ils sont très puissants. Les 13 colonies anglaises veulent que les Français quittent parce qu'ils sont pris, les 13 colonies, à cause d'une barrière naturelle, une chaîne de montagnes qu'on appelle les Appalaches, que je suis en train de dessiner à l'écran. Les Appalaches, c'est une grande chaîne de montagnes, plusieurs montagnes qui vont empêcher les 13 colonies longtemps de passer à l'ouest, à gauche du territoire américain. Les 5 nations iroquoises et les 13 colonies sont en guerre contre la France. Samuel de Champlain finit par vieillir, mourir de vieillesse. Ville-Marie va être construite en 1642, proche du territoire des 5 nations. Plusieurs attaques des Iroquois dans la Nouvelle-France. Et il y a finalement une grande paix de Montréal en 1701 que j'ai dessinée qui va permettre enfin la fin de la guerre avec les 5 nations qui contrôlent les Grands Lacs. Et dorénavant, les Français vont pouvoir traverser à partir de 1701, à partir de la grande paix de Montréal, fin de la guerre avec les Iroquois. Ils vont pouvoir finalement passer au sud des Grands Lacs, explorer et trouver le fleuve Mississippi. Certain Louis Joliette qui va trouver le fleuve Mississippi. Autour du fleuve Mississippi, on va construire plusieurs fortifications, plusieurs forts pour protéger le commerce des fourrures des attaques des Autochtones ou des attaques des 13 colonies qui voudraient aller chercher cette fourrure. Donc, on va protéger le territoire avec 150 forts qui vont être construits autour du fleuve Mississippi et des Grands Lacs. Pendant ce temps-là, au nord, vous avez la compagnie de la baie du Thon sur la terre de Rupert qui va être pris par les Anglais. Les Anglais vont donc s'approprier le nord de la Nouvelle-France et ils occupent aussi le sud de la Nouvelle-France, en bas de la Nouvelle-France, par les 13 colonies. Donc, entouré des Anglais, la Nouvelle-France a peu de population par rapport aux Anglais, mais un immense territoire sur lequel ils vont pouvoir aller chercher cette fourrure qui va enrichir la colonie, mais aussi enrichir la France. Il va y avoir plusieurs guerres entre la France et l'Angleterre en Europe et durant l'une de ces guerres, la France perd et il y a un traité signé, traité d'Utrecht qui va léguer Terre-Neuve aux Anglais. Les Anglais vont donc pouvoir s'approprier Terre-Neuve qui ne sera plus territoire français, mais qui va appartenir dorénavant aux Anglais. Seulement la côte nord de Terre-Neuve va être permise aux pêcheurs français qui voudront venir chercher du poisson et la pêche sèche, le salé et l'amener en France pour répondre à cette demande de poisson. Souvenez-vous, à cause des 180 jours de jeûne que la religion catholique oblige pour manger le poisson. Ici, je suis en train de dessiner un roi, le roi de France, un des rois les plus importants de l'histoire, sinon le roi le plus important de l'histoire de la France, c'est-à-dire Louis XIV. Louis XIV, surnommé le roi soleil, c'est pour ça que j'ai fait un soleil derrière lui, est un roi très puissant qui va changer un peu l'ordre des choses et qui va faire appliquer l'absolutisme de droit divin. L'absolutisme de droit divin, c'est cette espèce de pouvoir, les pouvoirs qui vont être concentrés, c'est pour ça que j'ai mis un S, dans ses mains. Donc, il aura tous les pouvoirs dorénavant, contrairement aux anciens rois de l'époque du Moyen Âge, qui devaient constamment négocier pour avoir l'autorisation ou trouver de l'argent dans le but de protéger la France et de trouver des armées et de l'argent pour grossir le royaume. Mais l'absolutisme de droit divin donne tous les pouvoirs au roi et les personnes qui refusent de lui donner ce qu'il demande, il a le pouvoir de les faire exécuter, tuer. Donc, Louis XIV décide de changer les choses, améliorer ce que ses ancêtres son père et son grand-père avant lui avaient échoué, c'est-à-dire réussir le peuplement de la Nouvelle-France. Donc, il va créer le ministre de la Marine, qui va être sous Louis. Le ministre de la Marine va être un peu son bras droit, il va s'occuper des colonies. Et dans chaque colonie, il y aura dorénavant le Conseil souverain. Donc, tout ce système politique qu'on appelle le gouvernement royal, c'est Louis XIV qui fait installer ça dans toutes les colonies françaises à travers la planète.
Le Conseil souverain, c'est ceux qui vont contrôler chacune des colonies sur le territoire. Le roi ne va jamais, mais jamais en Amérique. Il reste toujours en Europe. Et ça, c'est très important, il faut s'en souvenir. Et donc, pour le représenter, le Conseil souverain a 3 personnages importants. Le gouverneur qui représente le roi, qui a donc tous les pouvoirs. L'évêque qui s'occupe de l'Église, de la religion. Et l'intendant. Donc, gouverneur, évêque et intendant égale Conseil souverain qui vont contrôler la colonie à la place du roi, étant donné que le roi reste en France. Le premier intendant, c'est Jean Talon. Je l'ai écrit ici sur la bulle. GT, mon brave, Jean Talon, mon brave, s'il te plaît, va en Nouvelle-France et essaie de réussir ce que mon père et mon grand-père avant moi avaient échoué, c'est-à-dire peupler la Nouvelle-France et diversifier l'économie. Donc, Jean Talon a 2 missions et devra trouver des idées. C'est pour ça que je fais une petite ampoule d'idées en haut de sa tête. Il devra trouver des idées pour peupler sa mission. Donc, première mission, peupler. Deuxième mission, diversifier l'économie de la Nouvelle-France. Donc, faire autre chose que juste de la fourrure, essayer d'enrichir le plus possible la France. C'est bien de la fourrure, mais le roi veut avoir autre chose que la fourrure, veut avoir encore plus d'argent. Pour peupler, Jean Talon décide de vider la France des orphelinats, principalement, des prisons, et va prendre aussi des femmes de la rue qu'il va embarquer dans les navires et qu'il va envoyer. Ces filles, on les appelle les filles du roi. On les appelle les filles du roi parce qu'ils n'ont pas vraiment de parents. D'ailleurs, beaucoup d'orphelines, donc ils n'ont pas de parents. Quand vous vous mariez à l'époque, le roi, votre mari a une dot, c'est-à-dire qu'il donne, le père de la femme va donner de l'argent pour que le mari s'en occupe. Donc, vu qu'il n'y a pas de parents, c'est le roi qui va donner l'argent au mari pour le mariage et pour qu'il prenne soin de la femme. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle filles du roi. Dans la politique nataliste de Jean Talon, la politique de peuplement, il va aussi décider de donner de l'argent pour les femmes qui auront 10 enfants et plus, voire 12 enfants et plus, un bonus. Donc, il donnera de l'argent aux femmes pour avoir des enfants. Ça va créer une augmentation rapide démographique. On parle de l'endroit dans le monde où il y aura le plus de bébés. C'est en Nouvelle-France, c'est au Canada. C'est là qu'il va y avoir le plus de bébés. Les femmes vont avoir de grandes familles. Ça va augmenter rapidement la population de la Nouvelle-France. C'est un succès. Et pour la diversification, sa deuxième mission à Jean Talon, il décide de créer une industrie de bière, une industrie de navires. Il va exploiter des mines. Il va même amener des troupeaux d'élevage, c'est-à-dire des vaches et des bœufs qui vont amener pour faire l'industrie laitière et qui va pouvoir faire de plus en plus manger de viande, donc en Nouvelle-France. Toute cette population qui augmente, ça fait en sorte qu'il y a plusieurs seigneuries, je les dessine ici en forme rectangulaire, qui sont perpendiculaires au cours d'eau, qui vont être construits autour du fleuve Saint-Laurent. Sur une seigneurie, j'ai dessiné aussi un moulin. Sur une seigneurie, le seigneur doit protéger les paysans et faire construire un moulin. Et en échange, les paysans doivent payer censitaire, une censive. La censive, c'est une espèce de taxe à la fin du mois pour remercier le seigneur de prêter sa terre afin qu'il puisse faire de l'agriculture. Donc, on est dans une logique de mercantilisme toujours. La colonie doit donc toujours enrichir la métropole. La France, la métropole, c'est Paris, et envoyer des ressources naturelles qu'on trouve en Nouvelle-France vers la France. À partir du 18e siècle, il n'y a pas seulement des ressources envoyées vers la France, il peut y avoir aussi des échanges entre les colonies, entre elles. C'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Le commerce triangulaire, c'est donc des colonies comme par exemple les colonies des Caraïbes qui vont envoyer des produits qu'ils ont chez eux, qui vont cueillir dans les Caraïbes, c'est-à-dire la canne à sucre, donc du sucre pour faire du rhum, entre autres, de la mélasse. On va aussi envoyer des esclaves en Nouvelle-France. En Nouvelle-France, on va donc pouvoir avoir des produits qui arrivent des Caraïbes et en échange, on va remettre de la fourrure dans les navires qui proviennent de Caraïbes et ils vont se diriger par la suite vers la France. Donc, étant donné qu'il y a un échange, le parcours que les navires font forme une espèce de triangle, ce qu'on appelle commerce triangulaire. Donc, commerce triangulaire, c'est les échanges entre les colonies, échanges entre elles, dans le but toujours d'enrichir la France. Donc, le plus gros des ressources va quand même se retrouver en France, à Paris, pour que les artisans puissent transformer la ressource et en faire des produits afin d'enrichir le pays en les revendant, ces produits-là, à travers toute l'Europe. La Nouvelle-France a donc longtemps bénéficié d'un immense territoire où ils vont pouvoir échanger avec les Autochtones des objets métalliques pour obtenir de la fourrure qui va rapporter beaucoup d'argent à la France, mais la Nouvelle-France est difficile à protéger. Les nombreux soldats, c'est une colonie avec presque autant de soldats que de population civile, vont être obligés de protéger le territoire. Ça va être assez difficile. D'ailleurs, il y aura la guerre de conquête en 1754 jusqu'en 1760 qui va opposer les 13 colonies à la Nouvelle-France. Et c'est finalement un jeune général Wolfe
anglais contre le général Montcalm qui lui protège la Nouvelle-France, qui vont s'affronter. Et la bataille des plaines d'Abraham de 1759 va être vraiment la bataille définitive où Wolfe va surprendre par un débarquement surprise les forces françaises de Montcalm qui va perdre Québec. Montcalm et Wolfe meurent durant cette bataille et l'année suivante, les 13 colonies anglaises vont aller attaquer en 1760 Montréal, qui va capituler sans aucune bataille, là, sans aucun combat. Et ça va être la fin de la Nouvelle-France. Tout ce grand territoire qu'était la colonie française nommée la Nouvelle-France va appartenir à partir de 1760 en Angleterre, qui va posséder presque l'entièreté de l'Amérique du Nord et aller chercher ses fourrures pour dorénavant la donner à l'Angleterre. Donc voilà le résumé très rapide du chapitre 2. J'espère que vous allez pouvoir, avec ces informations, résumer rapidement ce que vous avez vu durant l'étape. Merci. Bonne journée.